Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Healthy food, food porn, green food. Comment les réseaux sociaux influencent-ils les comportements alimentaires? C'est la question que se pose notre invitée dans son dernier essai. On en parle avec elle dans quelques instants. Embarquée dans un conte éco-féministe grâce à Idou, un album tout en poésie, mais pas sans engagement. On en parle avec son autrice dans la seconde partie de l'émission. Dans son panorama cette semaine, Emma Ferré vous racontera pourquoi le dernier film de Gilles Lellouche, L'amour ouf, cartonne autant chez les plus jeunes. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec les tensions du côté des formations privées. C'est l'un des dossiers auxquels s'attelle le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a une urgence à faire le ménage, a martelé Patrick Hetzel. Un chantier pour le ministère dans le cadre du budget 2025. Alors le ministre de l'Enseignement supérieur était au micro d'Agathe Lambray sur France Info. Il y a vraiment urgence à faire le ménage et je tiens vraiment à le dire, il faut que nous allions très très vite sur cette question parce qu'il y a des familles qui sont, et par voie de conséquence des jeunes, qui sont trompés, qui s'inscrivent dans des formations qui parfois coûtent très cher. Et donc là, il faut vraiment... Et ce ne sont pas de bonnes formations Un certain nombre d'entre elles, effectivement, ne sont pas de bonnes formations. Il faut qu'on puisse vraiment lutter efficacement et je m'engage là à engager un vrai travail autour... Concrètement, comment D'abord par la mise en place d'un label, de garantie qualitative et puis ensuite un certain nombre de mesures pour vérifier aussi cette qualité de manière très précise en regardant par exemple quelle est l'équipe pédagogique présente et donc faire un travail d'ailleurs en liaison avec ma collègue du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle autour de ces questions. Sa prédécesseur Sylvie Retailleau avait déjà lancé ce label. Alors il est désormais il est censé être mis en place à la rentrée 2026. Un travail engagé mais à compléter par un volet juridique. Le message du gouvernement se conclut par cet objectif. Pas un euro d'argent public à une formation qui ne soit pas une formation de qualité. On poursuit avec une plainte contre Nicolas Sarkozy, une plainte qui émane d'une enseignante. Elle est dans la Drôme. Oui, souvenez-vous, il y a quelques semaines, l'ancien président de la République, interrogé sur la fonction publique, envoyait une pique au professeur. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Sortie qui avait fait réagir le corps enseignant, mais Sandrine Faure, elle-même enseignante dans un collège de la Drôme, a décidé de ne pas en rester là. Selon elle, c'est de plus en plus facile de taper sur les fonctionnaires et en particulier sur les professeurs. C'est pourquoi elle entreprend une action en justice. On l'écoute. Si on ajoute toutes les vacances scolaires, il se trouve que ça tombe sur le chiffre de 4 mois et pas de 6. Donc déjà, c'est fortement exagéré. Certains diront que 4 mois, c'est encore trop. Mais il faut quand même savoir que sur ces 4 mois, c'est ce que je dis justement dans ma plainte, il y a une très très bonne partie de ce temps qui a un temps sans élèves, mais qui n'est pas un temps chômé, où on peut préparer nos cours, où pendant l'année, on corrige nos copies. On a des rencontres avec des partenaires, donc c'est l'occasion de mettre en place des sorties scolaires, des projets pédagogiques. Et on a besoin de ce temps-là, en fait. C'est pas un temps où on se tourne les pouces, où on reste à la maison sans rien faire. Une plainte pour diffamation et préjudice moral a donc été envoyée au procureur de Valence. On se rend maintenant en Corée, où les étudiants d'universités non mixtes protestent face à l'ouverture de leur établissement aux garçons. Plutôt disparaître que d'ouvrir nos portes. Voici le genre de message placardé sur les murs de l'université de Dongkook, dans le nord-est de Séoul. Alors, selon Arthur Lafargue, correspondant en Corée du Sud pour le journal Libération, le blocus est organisé dès le 12 novembre, alors que le conseil d'administration aurait décidé d'inclure des élèves masculins, notamment des élèves étrangers, et les élèves s'offusquent. Elles n'ont pas été consultées et tiennent à leur établissement en non-mixité. Alors, ces universités en Corée, elles se font de plus en plus rares et elles ont pourtant une histoire. Elles permettent de contrer la tradition qui veut qu'une famille sacrifie la fratrie pour permettre les études de l'aîné masculin, alors que cet espace étudiant, évidemment, il est considéré comme un espace de libération et d'émancipation pour ses élèves. Alors, elles sont accusées de terrifier le personnel enseignant. Elles continuent de manifester pourtant, mais à visage couvert, pour éviter les représailles sur les forums masculinistes. Parce qu'en effet, si la non-mixité est un critère essentiel pour ces jeunes femmes, c'est que le pays a été secoué par un immense scandale de deepfake il y a quelques mois. Donc, pour rappel, sur la messagerie Telegram, des messageries
stories regroupant des centaines de milliers d'abonnés avaient partagé des vidéos pornographiques à partir de l'intelligence artificielle, des vidéos mettant en scène principalement des collégiennes et des lycéennes, un souvenir qui laisse les étudiantes sur leur garde. Féminisme toujours, mais en France cette fois-ci, où les associations féministes appellent à une marche dans la rue partout en France demain contre les violences sexistes et sexuelles. Un des mots du siècle dont doivent se saisir les politiques publiques et les associations. Elles demandent à ce titre une grande loi cadre pour lutter contre. Alors selon l'agence France Presse, chaque jour dans le pays, ce sont 3 femmes qui sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide. Donc ça c'est d'après les données 2023 de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Un appel à l'initiative de l'association Nous Toutes et les lieux de rassemblement sont à retrouver sur leur site. Du côté de la politique, Sali Massa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, s'est exprimée sur le sujet de l'inscription du consentement dans la définition pénale du viol. Elle était sur France Info. Nous devons travailler sur cette éducation, sur la culture du viol. Je travaille avec la ministre de l'Éducation nationale pour mettre en place ces fameuses 3 séances de la loi de 2001 pour travailler sur l'éducation des enfants, sur l'apprentissage du consentement, du respect de son corps. Je travaille avec le garde des Sceaux pour faire évoluer le droit, puisque c'est ça, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse. Comment faire en sorte... Pour instaurer la notion de consentement, justement, dans la loi. Vous y êtes favorable ? J'y suis favorable, le garde des Sceaux y est favorable, le Premier ministre y est favorable, le président de la République y est favorable. Donc nous allons le faire. Alors c'est un sujet sensible. À quelle échéance, oui ? Nous allons le faire en début d'année 2025. C'est un sujet très sensible. Je veux vraiment alerter sur cette prudence. On doit travailler sérieusement, utiliser les bons mots. Aujourd'hui, la notion de viol est qualifiée avec 4 termes dans le droit, qui sont la menace, la contrainte, la surprise et la violence. Mais Gisèle Pelicot, elle a été droguée. Elle n'a pas été soumise ni à la violence, ni à la menace, ni à la contrainte, ni à la surprise. Et pour autant, elle a été violée. Donc, je suis favorable à inscrire clairement cette notion de consentement dans le droit. Maintenant, il faut trouver les mots justes, comment l'écrire, à quel endroit l'écrire dans le texte et surtout le rajouter à quelque chose qui existe déjà sur la définition du viol. C'est important. Ça veut dire qu'il faut que ce soit écrit explicitement, sans ambiguïté. On peut s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays. Par exemple, en Belgique, il se fait des choses intéressantes. On peut aller voir également en Suède. Et c'est ce que fait le garde des Sceaux avec son équipe pour travailler. Et nous allons nous appuyer également sur le travail qui est fait au Parlement, puisque la députée Véronique Riotton et la députée Marie-Charles Garin travaillent sur un rapport. Elles doivent remettre leurs premières conclusions début décembre. Et nous allons travailler ensemble pour regarder quelle est la meilleure façon de modifier le code pénal. Inscrire la notion de consentement dans la définition pénale du viol, c'est un sujet auquel nous avons consacré une émission cette semaine. Virginie, votre entretien avec la secrétaire générale de la Commission des droits de l'homme, Magali Lafourcade, est d'ailleurs à retrouver sur le site de School TV. Merci beaucoup Emma. Alors que les troubles du comportement alimentaire se multiplient chez les jeunes, que le temps passé sur les écrans ne cesse d'alerter les parents et les pouvoirs publics, quels sont les liens entre notre assiette et la perception de la nourriture, les pratiques nutritives des jeunes? C'est ce à quoi s'est intéressé notre invitée, on en parle tout de suite avec elle. Je suis ravie d'accueillir Clémentine Hugol-Gentiel. Bonjour. Bonjour, ravie d'être là. Merci d'être avec nous par Skype sur le Grand JT. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne. Vous êtes spécialiste des questions de la médiatisation de l'alimentation et surtout autrice de cet essai qui est génial, qui s'appelle « Corps, alimentation et réseaux sociaux », paru aux éditions Le Murmure. Je vous cite, « Travailler sur les discours circulant sur les réseaux sociaux s'est imposé comme une évidence à partir de 2020, tant la médiatisation de nos corps et de nos assiettes donne à voir. » Vous le dites, l'alimentation, c'est devenu une forme d'expression identitaire. Mais est-ce qu'elle est rendue visible dans notre quotidien ? Ah bah oui, elle est rendue visible dans notre quotidien tout le temps. Les réseaux sociaux jouent un rôle de médiatisation quotidien. En fait, on peut suivre des influenceurs food, des influenceurs fitness qui font qu'on va avoir au quotidien des assiettes, des corps qui sont médiatisés. Et donc très très clairement, aujourd'hui, c'est une médiatisation du quotidien à laquelle on ne peut pas échapper. Un Français sur 4 suit un influenceur, on dit alimentaire, je ne sais pas si c'est vraiment un terme adéquat, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le précise. Tous les plats sont devenus ou non Instagrammables, donc il y a une vraie folie sur l'image, sur ce que l'on voit, ce que l'on partage. Les réseaux sociaux ont pris une place centrale dans l'alimentation, dans le fooding. Ces influenceurs, est-ce qu'ils deviennent les nouveaux prescripteurs selon vous ?
Il joue un rôle vraiment extrêmement fort et on le voit bien aujourd'hui, hein, si on regarde un petit peu les guides alimentaires, les guides gastronomiques, ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux. On voit de nouveaux formats qui se mettent en place. Donc très clairement, ils sont prescripteurs. Dans le livre, je parle notamment du cas de l'avocat qui a été extrêmement photographié, partagé parce que très très instagrammable et ça a généré une explosion de la consommation de l'avocat et le fait qu'on en cultive beaucoup trop aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a un rôle de prescription extrêmement fort et que ça a des enjeux et des impacts réels sur nos consommations derrière. Oui, mais vous parlez justement de l'avocado toast, hein, parce que c'était partout, effectivement, sur tout Instagram, tous les réseaux, tous les profils, mais aussi chez tous les restaurateurs. Pardon, mais oui, clairement, on voit, et excusez-moi, ma question, c'est cette dichotomie, justement, qu'il y a entre, bon pour la santé et bon pour la planète. Oui, complètement. Alors pour les restaurateurs aussi, hein, effectivement, il y a un enjeu d'influence aujourd'hui, d'être présent sur les réseaux sociaux. On voit que les chefs sont présents aussi sur les réseaux sociaux. On voit également qu'il y a un enjeu pour eux de finalement qu'est-ce qu'on sert? Est-ce qu'on sert une assiette bonne ou une assiette jolie? On a vraiment cet effet d'esthétisation en fait qui joue un rôle central aujourd'hui entre le beau et le bon et qu'est-ce qu'on sert aux convives? Et on voit bien que oui, il y a un rôle de prescription et que les chefs eux-mêmes deviennent aussi des influenceurs en étant présents sur les réseaux sociaux. Tout a été marketé sur les réseaux sociaux, on le voit, on parle de l'image évidemment, de ce que l'on voit, de ce qui est bon à manger, mais surtout ce qui est beau à manger. C'est la fameuse place de la caméra dans l'alimentation. Et j'aimerais parler surtout du vocabulaire. On parle de healthy food, de junk food, de comfort food. Je l'ai noté aussi en début de sommaire, de healthy food. Ce sont des termes maintenant qui sont employés, visités partout. Complètement. En fait, ces effets de hashtag, donc ils sont souvent en langue anglaise pour permettre une plus forte diffusion et une plus forte internationalisation parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est l'anglais qui est beaucoup utilisé. Et effectivement, le pound food, le healthy food, tous ces mots-là, en fait, aujourd'hui, on les trouve quasiment que en anglais. Alors, on a les pendants français qui sont associés à alimentation saine, par exemple, mais pound food, on n'a pas vraiment d'équivalent anglais. Et même, de toute façon, si on adosse un hashtag en français, on sait que la portée algorithmique sera moindre. Donc, il y a tout intérêt aujourd'hui à hashtaguer en langue anglaise. Et ce qui fait qu'effectivement, ces mots-là sont devenus des mots qui se sont totalement internationalisés et que tout le monde emploie sur le territoire français, mais de manière beaucoup plus large à l'international. Cette esthétique spécifique des influenceurs pour leurs assiettes, on en dit un petit mot parce que je trouve ça complètement dingue, tout ce qui est mis en place pour rendre un plat absolument dingue, fou, alors qu'il y a 2 ou 3 ingrédients. Ouais, il y a une esthétisation complète, effectivement, ces dernières années. Et on voit bien que les influenceurs, créateurs de contenu ont vraiment travaillé ça. Ce qui fait qu'effectivement, on voit moins tout un chacun qui partage son assiette parce que finalement, les photos sont moches, tant chez les influenceurs, elles sont travaillées. On voit bien les effets de couleur, les effets de contraste, les effets de lumière. Il y a une vraie professionnalisation de la photographie. Si on regarde par rapport au premier post des années 2010 où c'était pas du tout ce cas, on voit bien l'esthétisation et la montée en puissance aussi d'une forme véritablement d'expertise sur la manière de mettre en image. Et on a souvent une colorimétrie avec des saturations, des jeux de couleurs, des jeux de contraste. Et ça a beaucoup évolué. Et finalement, on voit des assiettes d'influenceurs qui ressemblent très clairement à des assiettes de chefs étoilés. Et on voit bien qu'il y a une volonté véritablement de la recherche du beau et de l'esthétisation toujours plus, d'une certaine manière. Est-ce que c'est le côté positif finalement des réseaux sociaux d'avoir poussé aussi à la fois d'allier plaisir et aussi bien manger ? Alors, il y a effectivement, il y a des côtés positifs sur les réseaux sociaux et c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que tout n'est pas noir sur les réseaux sociaux, il y a des effets positifs et l'un des effets positifs, c'est effectivement, ça permet d'avoir de la diffusion d'informations sur ce qui paraît important de manger, sur ce qui paraît important d'éviter. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que parfois, les informations ne sont pas les bonnes et qu'il peut y avoir des effets de désinformation sur ce qu'il convient ou non de consommer. Mais effectivement, c'est des espaces où il peut y avoir des partages et des partages qui sont tout à fait bénéfiques pour des personnes qui rechercheraient de l'information.
Les injonctions effectivement mises en lumière sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses avec les healthy food ou cheat meal, on en a parlé énormément d'anglicisme là-dedans. Vous décrivez une tension entre plaisir et contrôle alimentaire. C'est vrai que c'est difficile de sortir de cette culpabilité permanente. Oui, c'est un peu le travers des réseaux sociaux, c'est que d'une manière générale, c'est très clivant. Et les discours sont construits de manière à être clivants, à être impactants, parce que c'est comme ça qu'on va avoir de l'adhésion et donc une plus grosse remontée algorithmique. Ce qui fait que effectivement, aujourd'hui, on va avoir des contenus qui, par exemple, vont promouvoir de manière intense le contrôle de l'alimentation et donc le contrôle du corps. Donc c'est les fameux What I Eat in a Day, qu'est-ce que je mange en une journée, où on va avoir des assiettes qui sont filmées à la journée, des influenceurs qui vont nous emmener dans leur assiette toute la journée. Et ce qu'on se rend compte, nous, dans les études qu'on a faites, c'est que la plupart des contenus qui sont publicisés sont des contenus où, en fait, on est largement en dessous des recommandations journalières en termes de kilocalories ingérées. Donc on a cette partie-là. Et de l'autre côté, on a effectivement les cheat meals, les cheat days, donc des journées ou un repas où tout sera permis parce que finalement on va se faire plaisir. Et là, pareil, on a calculé que sur une journée, il pouvait y avoir jusqu'à 15 000 kilocalories ingérées. Donc on voit bien ces tensions entre effectivement le fait de se restreindre à outrance, le fait d'être dans une logique de contrôle, d'optimisation de son assiette et du corps, et de l'autre, des moments de relâche total qui font que effectivement là tout est permis, le gras, le sucre, etc. Mais avec, pareil, des chiffres en kilocalories qui sont totalement démentiels en fait par rapport aux apports journaliers recommandés. Oui, ce qui ressort, c'est effectivement le côté binaire. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre en fait. C'est dans un extrême comme dans un autre. Il y a vraiment ces extrêmes, en fait, d'une manière générale, qui s'expliquent aujourd'hui par le fait qu'effectivement, ce sont des contenus qui rencontrent plus d'adhésion, qui sont plus visibles et qui font qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas véritablement d'axe avec un discours apaisé, mesuré, et c'est beaucoup d'opposition, c'est beaucoup des discours construits en opposition en réalité. Alors, on parlait de l'aspect effectivement du vocabulaire. Il y a tout le côté marketing qui est mis en évidence. Les infographies aussi. Vous soulignez le poids des infographies qui sont très largement, je vous cite, utilisées pour des comptes qui promeuvent la perte de poids ou ce qu'on appelle désormais le rééquilibrage alimentaire puisque le mot régime est banni. Oui, complètement. Alors effectivement, on a ces infographies qui sont beaucoup utilisées sur ces comptes-là spécifiquement et qui visent à nous expliquer qu'est-ce qu'il faut consommer, qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer, une assiette équilibrée versus une assiette pas équilibrée. C'est beaucoup finalement un discours très injonctif, voire infantilisant sur ce qu'il convient de consommer ou pas. Et souvent, on se retrouve aussi avec des informations qui peuvent être tronquées et qui viennent nourrir finalement le dispositif de communication de l'influenceur. Parce qu'ici, on a des informations qui sont données, mais qui sont éditorialisées à l'aune des objectifs communicationnels de l'influenceur, parce que l'influenceur, bien évidemment, dans la plupart du temps, il a une activité marchande où il va vouloir vendre des produits, vendre des services, vendre du coaching de perte de poids. Et donc, il a tout intérêt, finalement, via des infographies, à nous éditorialiser, à nous simplifier une information pour nous amener, finalement, à consommer ce qu'il va proposer lui. Oui, l'instrumentalisation, j'ai du mal aujourd'hui, des données pseudo-scientifiques qui peuvent être dangereuses. Effectivement, c'est ce dont vous parlez dans votre livre. Oui, complètement. On a aujourd'hui, alors il y a une grosse tendance ces 2 dernières années qui est la régulation des pics de glycémie comme vecteur pour maîtriser sa perte de poids ou en tout cas ne pas grossir. Et ça, on voit bien que ça a vraiment généré des forts retentissements puisque par exemple, il y a eu des problèmes d'approvisionnement de glucomètre pour les personnes en situation de diabète parce qu'en fait, tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes, allaient prendre des glucomètres pour vérifier ces pics de glycémie et monitorer ces pics de glycémie. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut avoir aussi des détournements de médicaments. Ici, les sémaglutides. Donc les sémaglutides, au départ, c'est des médicaments pour les personnes en situation de diabète pour leur permettre de réguler leur glycémie. Et en fait, on va avoir des détournements de ces traitements à des fins de minceur. Donc on voit bien qu'effectivement, la désinformation, elle peut véritablement avoir des enjeux sur la santé et sur une forme très médicalisée aussi de notre manière d'envisager l'alimentation en ayant recours à des glucomètres ou à des injonctions.
Oui, effectivement, il y a le scandale comme celui de l'Ozempic dont vous parlez, mais il y a aussi effectivement tous les produits que l'on consomme en fait à côté de l'alimentation, en fait, qui sont qu'on appelle des compléments alimentaires, dont vous parlez et qui sont pris à outrance sans effectivement aucune information, aucun suivi de la part de ces personnes. Complètement. Alors, le marché du complément alimentaire, c'est totalement renouvelé sur les réseaux sociaux, où on voit qu'il y a tout un discours ultra lifestyle qui est développé autour du complément alimentaire. Finalement, le complément alimentaire nous permettrait de mincir, de mieux dormir, d'avoir une meilleure vie, un meilleur équilibre, etc. Ce qui fait que ces dernières années, ça a totalement explosé en termes de consommation. Et qu'on voit bien, il y a eu plusieurs études, UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, disant qu'il y avait vraiment des problématiques sur les allégations qui étaient faites et qui sont fausses en réalité. Et on voit bien que là, il y a tout un marché extrêmement fructueux qui s'est développé ces dernières années à l'aune des réseaux sociaux et effectivement qui nous vend beaucoup de choses au travers un produit qui finalement n'a pas un grand intérêt en réalité. Alors en fait, on va s'intéresser aussi à ce qui nous rend complètement addict à ces réseaux sociaux, parce que bien qu'on parle des dérives, évidemment, on est aussi attiré. Un des facteurs, c'est évidemment l'histoire individuelle qui devient collective. Suivre quelqu'un qui va perdre du poids, par exemple, ça nous rend complètement accro, parce qu'on est finalement, on fait partie de sa famille. Complètement, et c'est là la puissance des réseaux sociaux par rapport aux magazines féminins, par exemple, des années 2000, où on pouvait effectivement voir des femmes très minces, ou qui avaient fait un régime. Là, on suit au quotidien. On est dans le quotidien de l'influenceur, on le voit faire du sport, on le voit manger, on le voit avoir une routine, et ce qui fait que cette incarnation quotidienne crée une adhésion bien plus forte, et le fait que finalement, il y a une forme d'identification aussi. On peut s'identifier à cet influenceur, c'est ça aussi qui est en jeu, hein. Et effectivement, on est finalement amis quasiment avec l'influenceur. En tout cas, on peut se sentir amis, très proches, et ce qui crée ce phénomène d'adhésion très forte au discours. Non seulement on est dans son quotidien, on fait partie du cercle rapproché, mais en plus c'est la preuve que tout est possible surtout. Preuve en tout cas, preuve fausse ou pas, réalité ou pas, mais en tout cas c'est ce que l'on voit à l'image. Tout à fait, c'est ce qui on veut nous montrer, hein, et c'est là aussi la complexité des réseaux sociaux, et toujours se rappeler qu'on nous montre bien que ce qu'on veut bien nous montrer, et qu'il y a effectivement le champ, mais il y a aussi tout le contre-champ et le hors-champ qui ne nous est pas montré. Et effectivement, on a la sensation que ce qu'on voit, c'est la réalité telle qu'elle est transmise, et donc on se réfère à ça. Ce qui est beaucoup montré aussi, notamment, on le voit dans les parcours de chirurgie bariatrique qui sont médiatisés sur les réseaux sociaux et qui montrent souvent des pertes de poids vraiment spectaculaires, où les personnes vont perdre 40, 50, 60 kilos en un temps très, très restreint. En fait, on ne nous parle pas du tout du protocole médical avant, parce que pour entrer dans un dispositif de chirurgie bariatrique, c'est au moins 1 an. Il faut remplir certains critères, il y a des critères psychologiques également. Tout ça est gommé. Toutes les complexités, d'une certaine manière, sont assez gommées, et il ne reste que le résultat spectaculaire. Et c'est souvent ça qui est mis en lumière, et on nous montre finalement très peu le chemin et très peu la réalité aussi médicale qui en découle. Oui, des réalités médicales qui peuvent être extrêmement dangereuses, il faut le rappeler. Il y a alors un autre point aussi qui est très important, très intéressant dans ce livre dont je rappelle le titre, hein, Corps, alimentation et réseaux sociaux, c'est aussi les agriculteurs qui investissent les réseaux pour donner aussi une réalité. C'est un peu tangible finalement dans ce monde-là. Est-ce une bonne chose selon vous? Et comment est-ce interprété par tous ceux qui suivent ces réseaux? Alors c'est intéressant parce que déjà en fait c'était comme plein de personnes, c'était pas forcément des gens qui pouvaient au quotidien montrer ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas forcément des places véritables au niveau médiatique, donc ça leur a permis d'investir un espace et donc de se rendre visibles et surtout de rendre visibles leurs activités. Parce qu'aujourd'hui, d'une manière générale, on n'a pas vraiment connaissance des pratiques agricoles du quotidien, comment ça se traduit au quotidien que de mener un élevage, des cultures. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Mais on voit bien que c'est difficile pour eux d'exister, c'est difficile pour eux de ne pas être mis en question,
parce qu'il y a beaucoup d'opposition dans le système agricole aujourd'hui entre un système qui se voudrait vertueux, un système plus intensif. Et comme il y a une méconnaissance quand même assez globale de la part de la population, souvent ils sont vraiment critiqués de manière très forte dans les commentaires, de manière potentielle. Mais à mon sens, ils font un travail pédagogique qui est aujourd'hui essentiel et qui nous permet aussi de nous reconnecter à nos champs et donc à nos assiettes. Autre point positif aussi, c'est la promotion de la pratique sportive, du sport de manière générale sur les réseaux sociaux. Vous y consacrez aussi un chapitre important, tout un vocabulaire, une philosophie de vie, Thibaut InShape qui cartonne. On le voit bien, c'est aussi assez nouveau. Oui, alors effectivement, le mindset pour être la meilleure version de soi-même, on a tout un vocabulaire autour de ça qui est sur l'optimisation de soi. Alors, il y a des choses intéressantes, effectivement, ça peut aider des personnes à reprendre une pratique sportive. Là où j'émets des réserves, c'est sur les enjeux de performance toujours à outrance qui peuvent avoir forcément des travers derrière. Et puis, ce que j'explique aussi, c'est que finalement, pour pouvoir se montrer en train de faire du sport sur les réseaux sociaux, il faut avoir un corps déjà extrêmement normé. Ce qui fait qu'une personne en situation de grosseur, par exemple, finalement se prendra des vagues de cyberharcèlement si elle se met en scène en train de faire du sport. Donc il y a des enjeux positifs, effectivement, il y a des éléments positifs comme le fait de montrer la possibilité de sport qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'exercice. Là où c'est plus problématique, c'est sur effectivement tout centré sur la performance et tout centré sur la performance pour des corps normatifs en fait. Mais il y a le fat activisme aussi qui est très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va peut-être permettre de renverser cette tendance ? Alors, je ne sais pas si ça renversera, mais en tout cas, il y a un vrai travail pédagogique qui est fait aujourd'hui par des comptes comme Gras Politique, Corps Cool, Fat Ethnographie, qui justement met en lumière ces questions-là. Moi, ce qui m'intéresse aussi sur les réseaux sociaux, c'est justement d'analyser ces poches de résistance et de se dire, ces poches de résistance-là, qu'est-ce qu'elles permettent de mettre en lumière. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi, parce que comme les agriculteurs, finalement, on n'avait pas d'espace public et médiatique pour les personnes grosses. Là, on a cet espace-là et on a la possibilité véritablement de faire de la sensibilisation autour de ces questions-là. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce sont des comptes souvent qui sont moins visibles, où il y a moins de puissance algorithmique, donc on a moins de remontées. Mais effectivement, c'est aujourd'hui des espaces qui n'existaient pas avant. Et là, au moins, ils ont un espace. Et ces espaces-là, ce que j'explique dans le livre, c'est que ça permet aussi de doter les gens de nouvelles capacités. Ça leur permet finalement d'avoir des espaces et de pouvoir avoir des champs d'action potentiels. On pourrait penser que finalement tout ce qui se passe sur le virtuel, sur les réseaux sociaux, resterait sur les réseaux sociaux. C'est tout l'inverse que vous démontrez aussi dans votre essai. C'est-à-dire que malheureusement, les dérives, à la fois sur le plan médical, sur le plan sécuritaire, sur le plan aussi de la santé mentale, se retrouvent dans le quotidien des gens qui suivent ces comptes. Complètement. Et là, on a suivi plus particulièrement au laboratoire de recherche dans lequel j'exerce à l'Université de Bourgogne. On a suivi des jeunes. On a travaillé des classes de 5e et 4e. Et on voit bien en fait que ça a des effets réels. Déjà, on a plus de la moitié d'un jeune sur 2 qui nous dit se servir des réseaux sociaux pour penser son alimentation, se servir des réseaux sociaux pour penser son activité sportive. Donc en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne reste pas du tout sur les réseaux sociaux et a une implication réelle sur nos représentations, la manière dont on se représente une alimentation saine ou malsaine, mais aussi sur nos pratiques tant alimentaires que sportives. Et au départ, on parlait de l'avocado toast. On voit bien que ça a des implications très larges puisque une surconsommation crée des problématiques aussi environnementales. Merci beaucoup d'avoir participé au Grand JT, Clémentine Hugol-Gential. Merci à vous pour cet essai génial. Corps, alimentation et réseaux sociaux, pareil aux éditions Le Murmure, que vous pouvez retrouver chez évidemment tous les libraires. Comment les images que nous voyons en ligne influencent-elles nos comportements alimentaires et notre image du corps. C'est tout ce dont vous parlez dans ce bouquin. Merci beaucoup. On vous retrouve, j'espère, bientôt sur notre plateau, en direct et en live. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite.
Tous les week-ends sur School TV, dans la quotidienne, un ou une invitée et des chroniques. L'invité pour parler éducation, vous donner des clés de compréhension, des pistes d'action. Les chroniques pour explorer l'actualité de la parentalité, de la culture, de la littérature, de la pédagogie. La quotidienne de School TV, c'est tous les week-ends. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Camille Bouveau-Duval. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie. Vous êtes autrice de Idou, un album sublime paru aux éditions La Déferlante, un conte dont on parle, un conte dont on dit qu'il est écoféministe et queer, un conte engagé. Ça se passe sur une île et peut-être que je vais vous laisser raconter. Il y a une histoire de volcan et surtout de femmes. Absolument, oui. Idou, c'est l'histoire d'un enfant qui est élevé donc, sur une île volcanique qui s'appelle Idou. L'enfant s'appelle Dodu. Et il est élevé par 4 figures maternelles. L'agricultrice, la chef, la voyante et la tatoueuse. Et sur cette île, il se passe un phénomène. Les adultes, la plupart des adultes perdent le sommeil. Ils deviennent insomniaques et en fait, ils se mettent à blâmer le volcan qui serait responsable de leur insomnie. Et donc, ils vont essayer de l'attaquer et de l'éteindre. Et en faisant ça, il va se passer tout le contraire. Ils vont réveiller le volcan comme jamais. Alors évidemment, à travers ces albums qui sont en plein d'imaginaire, de poésie et aussi d'engagement, vous racontez aussi toutes ces valeurs. Vous dites ils ont besoin de se plaindre finalement de quelqu'un, de quelque chose. Là, ça se reporte sur ce fameux volcan. C'est aussi un message que l'on passe aux enfants systématiquement, où l'on cherche toujours quelque part un responsable. C'est ça, absolument. Il y a une partie des adultes qui prennent le volcan comme un bouc émissaire, qui se disent c'est le volcan qui est responsable, et puis il y a une autre partie des adultes qui ont une philosophie de vie qui est autre et qui empêche cette volonté d'attaquer ce volcan. Pourquoi justement le volcan comme symbole de la responsabilité ? Alors, dans ce livre, le volcan, c'est vraiment un personnage avec lequel l'enfant a une relation très intime. Ils partagent la même couleur de peau, d'ailleurs, le volcan et l'enfant. Oui, on peut le voir ici. Je me permets de vous couper. Il faut citer Léa Djezeri, qui a fait toutes les illustrations, tous les dessins qui sont sublimes dans cet album. Donc, voilà, allez-y, continuez, je vous en prie. Donc, on voit effectivement les couleurs. Oui, absolument. Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Du coup, c'est à cause de moi. Pardon. Non, mais c'est vrai, la symbolique du volcan que vous avez prise effectivement comme responsable de cette situation. Vous disiez qu'on voyait effectivement ces couleurs très fortes, la couleur aussi de cet enfant qui est la même. Absolument. Donc le volcan, c'est un personnage à part entière et c'est une figure d'artiste quelque part parce que avec sa lave, le volcan crée des ombres, des dessins. Avec sa respiration, le volcan chante. Et du coup, l'intérêt d'utiliser le volcan, non pas comme une métaphore, comme on dit souvent, le volcan qui est en colère, etc., mais qui est vraiment comme un personnage au sein de cette communauté dont tout le monde va vouloir prendre soin, même au moment où il rentre en éruption et il menace les habitants et habitantes de l'île. Parce que le volcan, c'est aussi l'énergie, c'est aussi très créatif, très créateur de beaucoup de choses. Donc évidemment, pour l'évocation des enfants, c'est important. On voit ici cette dualité dont vous parliez précédemment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété en lisant l'album. Effectivement, de ceux qui vont choisir d'un côté, effectivement, peut-être l'attaque et d'autres la défense. Oui, alors effectivement, quand le volcan entre en éruption, les personnages qu'on a suivis depuis le début de l'histoire décident d'accompagner le volcan dans ce nouvel état qui le prend. Et c'est
justement en accompagnant le volcan qui lui-même est en éruption avec sa lave qui coule sur la ville, qui va pouvoir se passer quelque chose d'autre, quelque chose auquel on n'a pas pensé. Et ça, c'est la figure aussi de l'enfant qui est très importante dans cette histoire parce que, donc, comme je l'ai dit, il y a la figure d'une voyante parmi les personnages, mais au moment de cette éruption, même la voyante qui est censée voir l'avenir n'arrive plus à voir l'avenir. Et c'est là où l'enfant qui a été accompagné pendant tout le début de l'histoire va pouvoir prendre le relais avec son imagination d'enfant, avec ses outils d'enfant pour pouvoir fabriquer quelque chose auquel les adultes n'ont pas pensé et qui va être le dénouement de l'histoire. Quels sont les messages que vous voulez faire passer? Je parlais d'engagement au tout début de notre échange, d'écoféminisme. C'est vrai que c'est très présent et en même temps, il faut pouvoir l'expliquer aussi à tous les lecteurs. Je parlais d'enfants, en fait, c'est vraiment un album pour tous. Hein. C'est pas uniquement pour les enfants, c'est très fort aussi pour nous. Bah oui, alors je pense que justement, de façon générale, l'album jeunesse il y a toujours un accompagnant souvent qui lit l'histoire à l'enfant. Donc c'est jamais que pour les enfants, c'est aussi ouvert évidemment à l'adulte qui va le lire à l'enfant, mais aussi à n'importe quel adulte qui a envie de lire une histoire, en effet. Pour l'écoféminisme, alors, c'est pas tout à fait un livre de propagande avec un message, mais c'est plutôt des choses qui passent relativement subtilement. Mais effectivement, le fait, la notion du lien, par exemple, entre les choses. C'est-à-dire qu'au début, on suit l'enfant qui va chez l'agricultrice. Ils font une cueillette. Ensuite, l'enfant apporte le résultat de cette cueillette à la chef du restaurant. Ensuite, ils font un gâteau et le gâteau est apporté à la voyante. Donc il y a ce côté lien à la fois entre le volcan qui produit des fruits et ensuite les humains qui en font de la nourriture qui est apportée. Et à la fin de tout ça, l'enfant rapportera même une part de ce gâteau au volcan, justement pour la fin de l'histoire. Alors, même si vous dites que c'est dilué, que c'est doux, effectivement, comme engagement, c'est quand même une convergence des luttes entre l'écologie donc, et le féminisme. Comprendre que la condition de la femme est aussi intimement liée à celle de la planète, c'est le message que vous avez voulu faire passer dans cet album? Absolument. Je pense que quand on est féministe, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on apprend, qui est les hommes, les femmes, et qu'il y a une différence de traitement entre les deux, avec un aspect de domination d'une partie sur l'autre, des hommes sur les femmes. Et je pense que cet apprentissage qu'on fait d'ailleurs au moment de l'enfance, il a une très grande violence évidemment, et il rend du coup sensible aux autres formes de domination qui existent, que ce soit les dominations raciales, les dominations des riches sur les pauvres, les dominations des adultes sur les enfants, et effectivement des êtres humains sur ce qu'on a appelé la nature. Quand vous écrivez effectivement ce type d'album, il y a toute la dimension littéraire, poétique, les illustrations, que je rappelle, qui sont vraiment, vraiment très belles, très fortes, très présentes effectivement sur cet album. C'est aussi une façon de pousser peut-être les politiques, en tout cas les lecteurs, la société civile, à justement plus d'engagement vers l'écologie et le droit évidemment des femmes. Alors effectivement, les illustrations de Léa Jeziri sont très belles. Ça, j'aime bien que vous le notiez, je suis d'accord avec vous. Oui, en fait, j'ai essayé dans le texte... à la fois le texte effectivement qui est poétique, la dimension poétique, et les images qui sont aussi très sensibles. Pour moi, c'est une autre manière de faire de la politique que celle qu'on connaît, de militer, je veux dire, avec le langage de la politique. C'est quelque chose beaucoup plus par le sensible, par le ressenti, et ça, j'y crois très fort, c'est une conviction personnelle. Et je pense aussi qu'une des pistes, une des clés de ce livre, c'est peut-être de se dire... En ce moment, on est un peu à court d'imaginaire pour réussir à rendre le monde plus juste, plus beau, à aussi prendre les choses en main du côté climatique. Et la proposition de ce livre, c'est aussi de se dire que peut-être que c'est
pas forcément avec uniquement nos yeux d'adultes qu'on va y arriver. Peut-être qu'il faut faire aussi appel à nos yeux d'enfants et à nos outils d'enfants. Et il se trouve que l'imaginaire, la plasticité aux transformations et au changement, à l'accueillir, à y avoir foi, à avoir foi en ça, c'est des choses qu'on a quand on est enfant immédiatement et qu'on peut oublier ensuite. Par exemple, sur la notion de justice, moi, je trouve que les enfants sont toujours très très forts à être indignés par l'injustice. Oui, c'est quelque chose. Des premières choses d'ailleurs dont ils parlent, très jeune. Voilà, et ça, on l'oublie en devenant adulte. On l'accepte, on accepte un peu l'injustice. Et bien ça, par exemple, je trouve que c'est une force des enfants d'avoir cette chose-là. Et je pense que ça peut être une bonne idée pour nous adultes d'essayer de renouer avec ça et de re-être en contact avec ça. Et justement, je pense que par des langages qui sont autres que nos langages d'adultes, donc des choses plus poétiques, donc des choses plus sensibles, des choses plus subtiles, je crois que c'est une bonne piste. Et est-ce qu'on pourrait pousser l'idée, la folie, jusqu'à dire que peut-être les politiques prendraient peut-être davantage soin finalement de la crise climatique que de l'injustice liée aux droits des femmes et des enfants? Est-ce que cette convergence des luttes, finalement, cette exploitation de la nature poussée à l'extrême, pourrait peut-être faire ramener la cause réelle sur l'injustice sociale dont tout le monde est victime? Je pense, en tout cas moi, mon idée, ma conviction politique, je crois, c'est que oui, vraiment pour faire advenir un monde plus juste socialement, ça peut vraiment se passer par l'écologie, et c'est-à-dire par regarder le monde avec d'autres yeux. Donc j'ai parlé des yeux des enfants, mais aussi là le fait d'avoir par exemple un volcan qui est donc une autre forme vivante, et de se mettre de son point de vue, ça peut être effectivement intéressant pour amener de la justice sociale chez les humains. Surtout nous, Français, sans vouloir nous accabler, mais c'est vrai qu'on est quand même très loin de beaucoup d'autres cultures, amérindiennes par exemple ou autres, qui ont ce lien très fort avec la nature, ce lien très fort justement avec les éléments de manière générale. C'est aussi peut-être nous sensibiliser à d'autres cultures importantes et qui ont évidemment toute leur place. Bah oui, absolument. C'est vrai que là, on se parle depuis d'un point de vue de culture même occidentale, j'ai envie de dire. Là, on est en pleine Méditerranée. On a été avec Léa Jeziri, du coup, en Sicile pour s'imprégner et pour faire un travail de recherche. Donc, la Sicile, qui est à un endroit particulier, qui est vraiment à la Méditerranée, mais même à une frontière, j'ai envie de dire, presque en bordure d'Occident, presque même, par certains côtés. Donc oui, c'est intéressant quand on veut se dire qu'on va trouver un nouvel imaginaire, c'est intéressant de se dire d'aller le chercher ailleurs, en effet, oui. Petit point sur petite précision, puisqu'on parle d'un album, un conte écoféministe et queer. Racontez-nous la symbolique queer que vous avez voulu mettre dans ce livre et pourquoi. Eh bien, par exemple, quand je parlais au tout début de cette émission de domination de ce qu'on appelle les hommes sur ce qu'on appelle les femmes, là, par exemple, dans ce livre, l'enfant n'est pas genré. Et la volonté derrière ça, c'est... L'enfant, d'ailleurs, de façon générale, est très libre. Il a de la place pour gambader dans cette île, aller d'un endroit à un autre. Et pour autant, il n'est pas laissé seul, ou il est au contraire très accompagné, mais il est très libre. Et ne pas le genrer, c'était aussi lui donner cette liberté-là, c'est-à-dire de ne pas être assigné à un rôle de petit garçon ou de petite fille, par exemple. Donc c'est là où, quelque part, c'est queer, par exemple, cette idée-là. Et après, sur la représentation des personnages, Léa... je pense, dans son style même, à quelque chose de très fluide sur les manières de représenter les personnes qui sont là. Moi, par exemple, sur les 4 personnes qu'on suit au début, je parle de figures maternelles plus que de femmes, par exemple. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Camille Bouveau-Duval. Je rappelle que vous êtes donc autrice de Idou, cet album magnifique réalisé aussi avec Léa Jeziri, qui est illustratrice, paru aux éditions La Déferlante. Voilà, vous pouvez retrouver partout dans toutes les bonnes librairies. Magnifique album que je vous conseille grandement. Merci d'être venue. On va retrouver Emma pour sa chronique.
Emma, dans votre panorama aujourd'hui, vous revenez sur le succès dingue du dernier film de Gilles Lellouche, L'amour ouf. Et ouais, près de 4 millions de téléspectateurs pour un film français. C'est juste délirant. Et ça marque une belle fin d'année pour le cinéma dans l'Hexagone. Alors ce mi-thriller, mi-drame, mais surtout cette romance, elle est signée Gilles Lellouche et il s'offre un casting pas dégueu, on peut le dire. Ça a évidemment participé à ramener du monde en salle. Alors j'ai nommé le couple favori du cinéma français, Adèle Exarchopoulos et François Civil. Et puis aussi les acteurs Mallory Vanek et Malik Frika qui les incarnent jeunes et au passage qui sont en fait les acteurs principaux du film tant on les voit pendant les 2h40 que dure la séance. Alors L'amour ouf, c'est l'histoire de Clotaire et Jackie, un gars et une fille qui se rencontrent ados dans le nord de la France au milieu des années 80. Ils partagent les bancs de l'école. Enfin, après ça c'est bof parce que c'est pas non plus les élèves les plus assidus du quartier, mais ils se recroisent adultes ensuite. Et là, impossible de le nier, entre eux, c'est l'amour ouf. On regarde. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Tu bosses pour moi. Allô, mon amour, c'est pas moi, faut que j'y crois. Je peux te voir, Jackie? Elle est mariée et elle est heureuse. Parce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi. Et c'est qui, Steve? Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça. Et parmi ces 4 millions de spectateurs qui se sont rendus en salle, il y a beaucoup d'ados, clairement. Bah oui, succès monstre pour l'idylle de Jackie et Clotaire chez les jeunes et surtout chez les filles parce qu'elles représentent 75% de cette tranche d'âge qui boude pourtant généralement les films français. Et sur TikTok, c'est la folie aussi avec des millions de vidéos où ils se refont les scènes du film. Voici un exemple. Bon, tu viens? Tu montes? J'ai cours. Bah, n'y va pas. Bah oui, j'ai qu'à faire ça. Je foutrais rien de ma vie, exactement comme toi. Attends, t'es sérieuse? Tu penses à ça? Au futur et tout? À l'avenir, ouais. Et pourquoi? Bah parce qu'il faut avoir un projet, sinon c'est nul. Ouais, bah mon projet, c'est de passer ma journée avec toi. Bah le mien, c'est de rendre mon exposé sur Louis XIV. Ah, parce que pour toi, l'avenir, c'est Louis XIV. Bon, là, il faut que j'y aille. Ah, attends. Passe-moi ton numéro, au moins. Non. Vas-y. Non. Vas-y. C'est ça ton niveau de persuasion? J'ai pas de numéro de téléphone parce que je vis chez mon père. Je m'en fous. Je laisserai sonner 2 fois puis je raccrocherai. Comme ça, tu sauras que c'est moi et j'aurai jamais à parler à ton vieux. Je déteste cette expression. Ton vieux. Ok. Bon, allez, salut. Bah attends. Petite bise. Voilà, grosse trend et tout ça, ça tient au code du film romantique qui fonctionne très bien. Elles sont nombreuses, les Jackie, à chercher leur Clotaire. Le film L'amour ouf, je suis partie le voir hier, est incroyable. Moi, j'adore la romance en plus, vraiment. Mais là, et en fait, dès le début, j'étais captivée par le visuel, par comment c'était filmé, le grain et tout. Enfin, genre, en termes d'image, c'était trop beau. Le côté genre années 80, années 90. J'adore en fait le vintage, tous les trucs un peu comme ça et tout. Et surtout que je m'attendais pas à ça parce qu'on m'avait dit que c'était une histoire d'amour, mais je savais pas du tout que c'était un truc à l'ancienne et tout. Et l'histoire d'amour, elle était tellement bien. Les personnes qui sont venues le regarder en couple, genre, mais n'allez pas avec votre gars en fait, parce que imaginez, surtout s'il était amoureux de son ex, n'allez pas avec votre gars parce que c'est sûr qu'il va repenser à son ex en fait. Genre en regardant ce film, tu te rends compte ou que t'es avec l'amour de ta vie, enfin si tu vas regarder en couple, ou que t'es avec l'amour de ta vie,
ou que tu misses ton ex en fait. Et si la personne avec qui vous êtes, elle a déjà eu un amour dans sa vie, elle va forcément penser à cette personne-là, donc franchement c'est un peu dangereux. Mais bref, franchement allez le voir, banger. Par contre, faut vraiment que je trouve mon Clotaire, genre là ça m'a plu. Vraiment, j'étais la première à critiquer les films français, mais cette année, ils ont fait un glow-up de ouf entre le truc de Monte Cristo et ça. Genre vraiment, les images sont incroyables, dignes d'un film américain, genre vraiment mieux, genre incroyable, artistique, magnifique. En fait, c'est plus que des films, c'est des œuvres d'art, tu vois. Voilà, je ne ris pas, j'ai promis. Il y a une réelle adhésion à cette histoire d'amour, donc n'est-ce pas, Emma? Est-ce qu'on sait pourquoi? Visiblement, comme on l'a vu, les adolescentes s'identifient beaucoup au personnage de Jackie, avec cette idée que l'on revient toujours vers son premier amour. Alors c'est un topos romantique maintes fois éculé dans la littérature et dans le cinéma, mais il y a une autre idée aussi, car dans le film, le personnage de Jackie, donc Adèle Exarchopoulos, elle est en couple avec Geoffrey lorsqu'elle retombe sur Clotaire, François Civil. Et elle se pose alors la question de ses envies. Certes, Jackie, elle est bien avec Geoffrey, mais la question se matérialise par une réplique devenue virale sur TikTok, parce que bien, ce n'est pas suffisant. Exemple. Il y a une phrase qu'il faut retenir de ce film, je vous spoil pas, c'est juste une phrase, mais il y a une scène très où j'ai chialé, clairement, j'étais comme ça au cinéma. C'est quand Adèle, elle s'énerve et elle dit mais bien, c'est pas suffisant. Vous avez le droit de considérer que bien, ce n'est pas suffisant. Vous avez le droit de vouloir très bien, comme vous avez le droit de vous contenter du bien. Mais vous avez le droit de vouloir plus, vous avez le droit de vouloir ressentir des trucs intenses, vous avez le droit de vouloir vibrer, vous avez le droit d'avoir du plus que bien. Parce que bien, c'est pas suffisant. Merci Dodo, tu le répètes 1000 fois, à croire que je suis une poète. Ça me fait pas de toi un éternel ou une éternelle insatisfaite. Ça fait pas de toi quelqu'un de casse-couille parce que tu veux plus que bien. Ça fait pas... Non, ça fait juste de toi quelqu'un qui a envie de vivre fort, quelqu'un qui a envie de ressentir, quelqu'un qui a... Ouais, de vivre à proprement parler. Voilà, en tant que nana, on mérite pas moins que le meilleur. Non, c'est sûr. Donc le succès de ce film, on est d'accord qu'il fait... C'est une grande partie des stratégies des réseaux sociaux. Pardon, je ris, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est énorme. Réseaux c'est sociaux, culte quand même, ça marche très bien sur les réseaux. Et c'est du coup la question qu'on se pose, parce que c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que le film est devenu une tendance sur les réseaux parce que les gens sont allés le voir au cinéma, ou un carton au cinéma parce que c'était une trend TikTok? Donc c'est un phénomène qui est illustré par ce film, mais ça sera certainement pas le dernier vu le succès qu'on constate. C'est une stratégie qui va sans doute être reprise. Alors peut-être qu'on arrive maintenant en fait à une époque où une sortie en salle devra nécessairement s'accompagner d'un phénomène sur les réseaux, parce que réaliser un film c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant en fait. C'est ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi j'adore la trend des réseaux sociaux, elle est fabuleuse, mais c'est vrai que le film est quand même incroyable. Donc on peut féliciter effectivement Gilles Lelouch et toute la clique. Bravo pour l'amour ouf. Merci beaucoup Emma. Tout de suite on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Selon vous, une des causes majeures qui conduisent les élèves, un élève sur 5, à quitter l'école sans maîtriser les savoirs fondamentaux, c'est ce que vous appelez l'empêchement de penser. C'est quoi? On peut être empêché de penser? C'est-à-dire que l'empêchement de penser, pour moi, c'est un peu une défense que vont utiliser les enfants, mais très jeunes, au moment des premiers apprentissages de la lecture et de l'écriture, vont utiliser cette défense pour se protéger de la déstabilisation que provoquent en eux les contraintes de l'apprentissage. Donc ne pas savoir... les contraintes de l'apprentissage... Devoir répéter, c'est compliqué. Moi, j'en liste 4 importantes. La première, c'est déjà d'être capable de reconnaître ses insuffisances. Et on voit que ceux qui n'apprennent pas, bien souvent, ont besoin d'une idée de complétude, de toute puissance pour avancer dans la vie. La deuxième contrainte importante, c'est d'être capable d'attendre. Et on voit bien que là, un peu les mêmes enfants arrivent à l'école avec un besoin d'immédiateté, de tout de suite. Et quand on leur fait comprendre que ça va être long, les premiers apprentissages, pour certains, c'est un peu compliqué. Et puis, la troisième contrainte, c'est être capable de respecter des règles extrêmement précises. Ça, tout le monde le sait. Apprendre à lire... Apprendre à écrire, ça demande le respect impératif de règles extrêmement nombreuses. Ça, c'est pour moi la troisième contrainte. Et puis, il y a une quatrième contrainte dont on parle pratiquement pas, c'est d'être capable de s'appuyer sur ces représentations pour traduire ce que demande le professeur. Et là, on va voir que des enfants arrivent à l'école avec des représentations pauvres, un peu chaotique, et que le chemin pour aller vers le savoir ne va plus être simple pour eux.
là on parle de triche, mais si on parle d'échecs et de développement personnel, est-ce qu'à contrario, les échecs, ça peut aussi apprendre à perdre ? Ouais, c'est l'école de l'humilité, les échecs, parce que perdre, ça arrive quand même relativement souvent, forcément, puisque plus on progresse, de toute façon, plus on est confronté à des adversaires qui sont plus forts et malheureusement ou heureusement, le challenge et les défis sont difficiles. Donc les échecs, ça apprend à perdre et c'est vraiment un excellent vecteur dans l'éducation, puisque ça apprend beaucoup de valeurs au-delà de la concentration, etc. Mais aussi, comme vous y faisiez référence, justement à ce côté d'accepter la défaite et d'accepter qu'on a pu être plus bête que l'autre, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que quand on perd aux échecs, on a toujours l'impression d'être bête, j'ai l'impression. C'est pas vraiment le cas, mais... Florent Lepêtre, je rappelle que vous êtes expert conformité chez Gare Ninja. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quelques mots ce terme un peu obscur que représente le Gare ? Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc le Gare, comme vous l'avez dit, est un processus qui émane du ministère de l'Éducation nationale et qui vise à fournir un guichet unique pour les éditeurs de ressources et de projets numériques. Il arrive avec des promesses à la fois pour les utilisateurs et des promesses à la fois pour les éditeurs. Donc la promesse côté éditeur, c'est d'avoir un seul point d'accès, d'où le côté guichet unique, au lieu de devoir développer des connecteurs avec chaque académie, puisque chaque académie a son propre fonctionnement. Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, ce qui simplifie les choses pour les éditeurs. Et côté utilisateur, eh bien, il y a deux grandes promesses. La première, c'est la protection des données à caractère personnel. C'est vraiment au cœur du dispositif. Et l'autre, c'est de retrouver toutes les ressources auxquelles on est abonné dans un seul endroit, le médiacentre, dans son environnement numérique de travail, celui qu'on utilise au quotidien avec son emploi du temps et autres. Merci beaucoup. Alors comment ça fonctionne concrètement justement pour les enseignants, pour les établissements scolaires ? Qui en a la charge en fait dans un établissement aujourd'hui ? Alors, la gestion de l'interaction avec les éditeurs, c'est plutôt relève plutôt du ministère, avec la direction du numérique éducatif. Dans les établissements, il va y avoir un responsable d'affectation. Lorsque des abonnements ont été passés, c'est lui qui va les assigner à chacun des élèves et des enseignants ou un prof documentaliste. Et à partir de là, la ressource apparaît directement dans l'environnement numérique de travail des élèves et des enseignants. Donc il y a assez peu d'étapes côté établissement. En cela, ça simplifie pas mal les choses. Les racines de cet empêchement de penser, vous en identifiez un certain nombre. Parce que alors pourquoi certains enfants présentent les 4 caractéristiques ou les 4 indices dont vous venez de parler, pourquoi d'autres ne les ont pas ? Moi, je crois que le point de départ, pour moi, je l'ai pratiquement vérifié tout au long de ma carrière, ce sont quand même des insuffisances éducatives qui vont être au point de départ de cet empêchement de penser. Si on parle français, les parents. Oui, ça, tout à fait. Alors quelquefois, on me le reproche en disant c'est pas bien de mettre en cause les parents. Malgré tout, il faut reconnaître que certains n'ont pas le droit à des interactions langagières suffisantes. Alors ça, c'est la première cause. Ça, quand je parle d'insuffisance éducative, il y a les interactions langagières. Et puis ensuite, il y a quelque chose que connaissent très bien les professeurs, c'est l'initiation normale à la frustration. Dans beaucoup de familles, on ne sait plus coucher les enfants, les nourrir normalement, leur demander de respecter des grandes règles de vie. Dire non. Oui, dire non. Oui. Poser le cadre. C'est extrêmement éducatif. Et l'école, ensuite, les premiers apprentissages vont réclamer à la fois ces interactions langagières, que certains n'ont pas suffisamment, et puis cette capacité à supporter la frustration que vont leur imposer les 4 grandes contraintes de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif classe échec proposé par la FFE ? Oui, le dispositif classe échec, c'est un dispositif qui est complémentaire de la formation pour les enfants qui se déroule qui se fait dans les écoles. Donc, en fait, c'est un dispositif qui existe environ depuis 5-6 ans, qu'a mis en place la Fédération française des échecs.
et qui consiste à donner des kits. Il y a un kit par école, c'est un kit de 80 €. Le kit contient 10 échiquiers, un échiquier mural, 50 brochures à distribuer, règles et premiers exercices. Et en fait, ce sont des professeurs volontaires qui délivrent cette initiation d'échecs. Donc, en plus, il existe 20 séances clés en main pour les professeurs, des fiches de conduite de 20 séances, support d'exercice pour les élèves, vidéos démonstratives, deux séances sur une classe pilote et également des forums et des visioconférences interactives toute l'année. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Emma pour votre participation à ce grand JT et surtout pour ces pépites. Ah bah oui. Vraiment. Là pour servir. Ah ouais, franchement, l'amour ouf. À la réalisation, Alice Pitavi, l'amour ouf, elle est là, voilà. Au son, Thibaut Goury-Lafont, au maquillage, Laure Redemont, Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup, bonne soirée et à lundi. Bon week-end.